C'était un contexte assez particulier. Donc, l'exposition de Menton, elle arrivait au moment d'une inauguration de musée, de ce nouveau musée, un musée Jean Cocteau, qui avait été créé donc à Menton en 2011. Et plusieurs années auparavant, déjà, j'avais proposé à Jean que l'exposition inaugurale lui soit consacrée. Je pense que sur le principe, l'idée de travailler dans un musée, c'est quelque chose qui l'enchantait beaucoup parce que le musée, voilà, c'est quand même un condensé de temps dans un espace donné qui fait beaucoup d'écho dans son travail. Il avait déjà beaucoup travaillé aussi dans des espaces muséaux. Euh, et après ce contexte-là très particulier de l'inauguration du musée Cocteau, il posait d'autres questions, il soulevait d'autres problèmes. C'est vrai, quand il est venu une première fois dans une visite de repérage, je pense qu'on était encore en fin de chantier architectural. Le lieu, c'était un bâtiment dessiné, construit par Rudy Ricciotti, qui a une présence très très forte et un dessin qui faisait écho aussi un peu à l'univers de Jean Cocteau. Et je pense que Jean n'a pas du tout apprécié le bâtiment. Voilà, il a eu une réaction assez forte en le voyant, en le visitant. C'est un bâtiment qui pose des problèmes assez évidents en fait hein, pour toute exposition. Il n'y a pas vraiment de mur. Il y avait ces grandes ouvertures sur l'extérieur. Donc il y a eu un rapport de sa part, je pense, qui était quand même assez conflictuel avec l'architecture elle-même. Et on sait à quel point Jean était sensible à toute architecture hein, qui ont donné beaucoup d'expériences de l'ordre presque de l'expérience psychédélique quand il était à la cathédrale de Florence. Enfin, on sait que c'est vraiment sa visite de certains lieux architecturaux qui ont provoqué chez lui et qui ont fait advenir beaucoup d'œuvres, comme le Mazzocchio, les spirales, etc. Et puis en même temps, maintenant, quand je regarde à la fois le film qu'on avait fait et puis les vues d'exposition que j'ai un peu parcouru là pour préparer l'entretien, ben, je me dis qu'il s'en est quand même très très bien sorti, qu'il a été très fort parce que effectivement le lieu était compliqué et puis il a réussi vraiment, je pense, à ramasser son œuvre, son travail dans un seul espace. Donc, comme je disais, il n'y avait pas de cloison, il n'y avait pas vraiment de salle où il pouvait construire un parcours. Mais je pense qu'il a su jouer quand même de deux atouts assez formidables dans ce musée-là, qui était quand même la proximité avec la mer. C'est un musée qui est construit au bord de la mer qui bénéficie d'une lumière naturelle extraordinaire. Alors, ce qui était à la fois un inconvénient, parce qu'on voulait évidemment montrer son travail de projection, donc il a fallu jouer avec ça, mais je pense qu'il s'en est très très bien débrouillé. Euh, et puis, il a construit l'exposition dans une fluidité qui est assez remarquable. Moi, je trouve quand on voit les photos, c'est extrêmement plaisant. Euh, et on arrivait, donc quand on entrait dans l'exposition, on arrivait justement sur une de ses œuvres peut-être les plus anciennes et qui avait été faite à l'issue d'une intervention dans un musée, qui était le musée de Périgueux en 78. Donc c'était vraiment une sorte d'introduction à son travail. Et le visiteur, en entrant dans l'espace d'expo, était immédiatement confronté à cette grande structure assez agressive. Là aussi, ça disait peut-être quelque chose de sa relation paradoxale à l'institution, qui était le fragment de musée. Hein, le fragment de musée, c'est une pièce de 78 qu'il a réalisée donc in situ hein, dans le musée de Périgueux. Il avait apporté sa table, ses pinceaux et il avait décidé de peindre, de copier sur une bande de toile, une longue bande de toile de 10 cm de large, tous les fragments de tableau que cette bande allait recouvrir. En fait, il avait tendu sa bande vraiment dans une salle de peinture. Et donc, sur 65 mètres de bande, il peint tout ce que la bande recouvre, c'est-à-dire des morceaux de tableau classiques la plupart du temps, des morceaux de mur, des morceaux d'architecture ou d'encadrement de porte. Et puis en face de ça, une autre partie de son intervention à Périgueux, donc qui datait toujours de 78, on avait présenté, suspendu, le Canaletto. Donc c'était un peu le pendant du fragment de musée. C'était une copie d'un tableau de Canaletto qu'il avait fait aussi dans les mêmes salles hein, du musée de Périgueux. D'ailleurs, toujours ce rapport à l'architecture, hein, le point de repère de Jean dans la toile de Canaletto, c'est le pont du Rialto.
Et c'est ce qui va donner la hauteur et la mesure, un peu l'étalonnage de son prélèvement dans la salle des peintures. Parce que c'est à partir du pont qu'il va tendre la toile pour prélever ces fragments de peinture. Et donc le tableau de Canaletto fait aussi l'objet d'une copie sur une feuille de papier recto verso que Jean va peindre, qu'il va ensuite plier de manière voilà, très humoristique comme il savait le faire en forme de petits bateaux de papier et qui va laisser voguer le long d'un caniveau, donc avec ce jeu de mots du petit canal du Canaletto. Donc évidemment, la peinture copiée se dissout dans l'eau et se désintègre. Néanmoins, il la récupère à la fin de ce périple et il la présente entre deux plaques transparentes suspendues comme ça dans le musée. La maquette vitrail, ouais, c'est une œuvre que j'aime tout particulièrement, qui était aussi présentée à Menton et présentée de manière très juste, très intelligente par Jean, qui l'avait donc aussi suspendue. Elle était présentée de manière donc entre deux filins, deux câbles métalliques, et parallèlement à l'une des grandes parois vitrées du musée, que Jean détestait tout particulièrement. Toutes ces grandes ouvertures là qui manquaient de murs, mais en fait il a su en jouer extrêmement bien. Donc elle était présentée comme ça devant une vitre qui était juste couverte d'un rideau blanc. Et ce qui est très beau dans cette pièce, donc c'est comme son nom l'indique, c'est la maquette d'un vitrail à réaliser, mais qui sera un vitrail en volume. Donc c'est très très beau parce que il y a à la fois un plan donc en 2D qui est en rhodoïde avec des morceaux de verre colorés, et puis cette construction tridimensionnelle, donc une sorte de spirale qui vient sortir du plan comme ça, qui renvoie à énormément de choses de l'œuvre de Jean, hein, c'est-à-dire cette idée finalement de mettre en volume et de mettre en mouvement un objet de peinture, comme il a pu le faire avec les Mazzocchio. Ici, c'est avec la figure de la spirale. Et c'est une œuvre qui lui avait été inspirée de la cathédrale de Florence et des vitraux de Paolo Uccello. Et ce qui était très beau dans son accrochage, c'est que l'œuvre était donc les petits carreaux, les petits carrés de verre colorés doivent être projetés. Donc ils étaient projetés sur le rideau blanc qui était tendu devant la grande baie vitrée. Donc il y avait cette ombre portée qui fait partie de l'œuvre. Et puis Jean avait, alors je crois que ça faisait pas partie de l'œuvre originelle, mais que ça a été ajouté dans les années 2000, au moment où il travaillait beaucoup sur cette question de l'animation. Il avait ajouté pour cette exposition un tout petit projecteur qui permettait de projeter ces images animées sur une petite partie de la maquette vitrail découpée en papier. Et donc venait se découper comme ça une image en mouvement et une sorte de mise en abîme d'une spirale qui tournait sur elle-même, avec des changements de couleurs. C'est une œuvre tout particulièrement poétique et puis qui toujours fait référence à la fois à cette question de l'architecture et de l'architecture du corps et le rapport aux visiteurs, parce que finalement le musée, bon, on sait que Jean a exposé dans plusieurs musées, qui s'est beaucoup confronté aux œuvres aussi d'autres artistes. Là, c'était pas le cas, parce que l'espace d'exposition de Menton lui était complètement réservé. Mais je pense que ce qui l'intéressait en premier lieu dans le musée, c'était le rapport aux visiteurs et le rapport au corps du visiteur. Et cette œuvre-là, en l'occurrence, elle évoque vraiment l'architecture de l'oreille, tout comme le Mazzocchio, il a souvent dit, il lui faisait penser à la coupole de la cathédrale de Florence, mais aussi à l'intérieur d'une boîte crânienne. Ici, maquette vitrail, c'est vraiment une sorte de retournement finalement du pavillon auriculaire. Et puis, il y a dans l'œuvre une bande sonore avec cette note pour une biographie hein, qui est dite, qui est lue par Jean, qui est extrêmement voilà, touchante et très belle parce qu'il y a ce rapport à la littérature qu'on retrouve finalement dans l'ensemble de son œuvre. Et donc, le visiteur doit approcher son oreille de cette maquette vitrail. Et donc là, il y a vraiment ce rapport de l'oreille avec la forme de la spirale et du conduit auriculaire
instinctif et évidemment penser à ces coquillages que l'on peut prendre dans le creux de sa main et mettre à son oreille pour écouter le bruit de la mer. Et évidemment, c'est une référence au texte qu'il lit, à ce souvenir d'enfance, hein, quand il était petit, dans le jardin de son grand-père, où il raconte qu'il y avait ce puits sur lequel il jouait, sur la margelle du puits. Et puis, quelques années après ces moments de jeu où il disait qu'il effrayait sa mère en prenant beaucoup de risques, en courant sur la margelle du puits, euh, un château d'eau s'est construit à quelques dizaines de mètres de là. Et dans cette pièce, Jean, vraiment, on comprend tout de suite cette question du doigt de gant retourné, hein, de ce retournement. Donc, le puits devient finalement un château d'eau quelques années plus tard. Et dans ce château d'eau, le jour où il a pu y aller, on lui avait promis que du sommet du château d'eau, il pourrait voir la mer. Et en fait, la mer, il ne l'a jamais vue. Et il ne lui restait plus qu'à l'écouter. Donc voilà, il y a une très jolie métaphore qui le dit bien mieux que moi, mais qui se joue dans cette forme en relief, dans ce vitrail en volume dont on approche son oreille comme ça.